des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré tout à l'heure le corps diplomatique. Le ministre Diop a donné à ses interlocuteurs la bonne information sur la situation actuelle que vit le Mali. Les diplomates ont été rassurés que toutes les dispositions sont prises par l'État pour trouver une solution rapide à la crise. C'est du sang humain que nous recevons comme carburant, dit le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour saluer le courage et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui escortent les convois, mais aussi les conducteurs de citernes qui demeurent des cibles des terroristes. Sidiki Dambélé nous fait une analyse sur l'approvisionnement du pays en hydrocarbures qui constitue un gros défi aujourd'hui. Le Mali affiche une bonne perspective économique. C'est ce qui ressort de la 3e session du Conseil national du crédit au titre de l'année 2025 tenue hier à la BCEAO. Il ressort un taux de croissance établi à 6% et un taux d'inflation inférieur à 3%. Les autorités déterminées à sécuriser les citoyens et leurs biens dans la cité des rails, des patrouilles sont menées permanemment dans la ville et ses alentours afin de traquer les malfaiteurs. Des opérations bien appréciées par les populations. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 5 novembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kouné, pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte régissant la profession d'architecte. Le traité modifié de l'Union économique et monétaire ouest-africaine prévoit la construction entre États membres d'un marché commun sur la base de la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et des droits d'établissement des personnes exerçant une activité libérale ou salariée. C'est dans ce cadre que la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Niamey le 30 mars 2005 a adopté la démarche progressive qui consiste à harmoniser l'exercice des professions libérales au sein de l'espace communautaire. Parmi les corps de métiers retenus pour la première phase de l'opération d'harmonisation figure la profession d'architecte. Pour la mise en œuvre de la dite démarche, le Conseil des ministres de l'Union a adopté le 16 décembre 2005 la directive numéro 07-2005 CM-UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'espace UEMOA. Et le 26 septembre 2013, la directive numéro 01-2013 CM-UEMOA relative à l'harmonisation des règles régissant la profession d'architecte au sein de l'UEMOA. Pour la transposition de ces directives dans l'ordonnancement juridique interne, il est apparu nécessaire de relire la loi numéro 89-17 ANRM du 1er mars 1989 portant organisation de la profession d'architecte en République du Mali et son décret d'application. Le projet de texte adopté apporte des innovations suivantes. La possibilité pour les architectes ressortissants de l'espace UEMOA d'exercer au Mali avec le droit de libre circulation et d'établissement, l'obligation pour les architectes non ressortissants d'un État membre de s'associer à un architecte national agréé inscrit à l'ordre d'un État membre, la prise en compte des attributions de la tutelle, l'institution d'un commissaire du gouvernement auprès de l'ordre des architectes du Mali, la mise en place des conseils régionaux de l'ordre des architectes du Mali, la consultation de l'ordre national des architectes par les pouvoirs publics et toute entité régionale ou internationale sur les questions relevant de l'architecture, l'instauration d'un stage professionnel obligatoire de 24 mois. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications,
1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité et à la conférence de haut niveau irrelative les 25 et 26 octobre 2025 à Hanoï, au Vietnam. Cette conférence, qui avait pour thème « Lutter contre la cybercriminalité, partager les responsabilités, regarder vers l'avenir », a enregistré la participation de plus de 2300 délégués des États membres, des organisations internationales, des organisations de la société civile ainsi que des organisations non gouvernementales. Au cours de la cérémonie, 72 États membres ont procédé à la signature de la Convention, y compris des États des pays africains, dont le Mali. À l'occasion des sessions plénières, les chefs de délégation des États membres, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile ont salué l'adoption et la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité et appelé à sa ratification diligente. Dans son intervention, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a souligné les actions entreprises par le Mali dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, notamment l'adoption de plusieurs lois dans le domaine de la cybercriminalité et la création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. La cérémonie de clôture a été marquée par une déclaration conjointe réaffirmant l'engagement des États à coopérer contre la cybercriminalité. 2. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres A. des conclusions de la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. À l'invitation des autorités togolaises, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé du 10 au 12 octobre 2025 à la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Au cours du panel des leaders intitulé « L'Afrique face aux défis sécuritaires complexes, comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation », les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont eu l'opportunité de passer des messages et d'exprimer leurs attentes en termes d'autonomie stratégique du Sahel et de l'Afrique, de solidarité et de format de partenariat. Les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération AES ont par ailleurs été reçus en audience par le président du Conseil de la République togolaise. B. Des conclusions de la 19e réunion ministérielle à mi-parcours du mouvement des non-alignés. Les ministres chargés des Affaires étrangères des États membres du mouvement des non-alignés ont tenu à Kampala, en Ouganda, les 15 et 16 octobre 2025, la 19e réunion ministérielle à mi-parcours du mouvement des non-alignés autour du thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dans son discours lors du débat général, a réaffirmé l'attachement du Mali et de la Confédération AES aux idéaux du mouvement des non-alignés, dénoncé les soutiens étatiques étrangers aux groupes armés terroristes et informé des réformes et progrès réalisés par les autorités de la transition dans divers domaines. Le document adopté à l'issue de la rencontre prend en compte toutes les attentes du Mali relatives au processus de paix, à l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale au Mali et aux sanctions imposées aux États. Le ministre a eu des rencontres bilatérales avec de nombreux homologues et a également rencontré la communauté malienne établie en Ouganda. C. De la participation du Mali à la 5e édition du Forum d'Assouan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a représenté le Mali à la 5e édition du Forum d'Assouan, tenu les 19 et 20 octobre 2025 en République arabe d'Égypte. Au cours de cette édition, une table ronde ministérielle intitulée « Au-delà des tempêtes dominantes, un avenir de coopération pour le Sahel », co-animée par les ministres chargés des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, s'est tenue au profit de la Confédération des États du Sahel. Les deux ministres ont également rencontré au format AES leurs homologues de la République arabe d'Égypte autour de sujets d'intérêt commun. Au cours de son séjour à Assouan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu des échanges directs
avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissan, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Okone. Et je vous l'annonçais au sommaire, le Conseil national du crédit CNC a tenu sa 3e session au titre de l'année 2025. À l'ordre du jour, les décisions du comité de politique monétaire, c'était à la BCEAO sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, entouré des représentants des institutions financières du pays et ceux des fêtières du secteur privé. Globalement, la situation d'ensemble du pays est satisfaisante. On affiche un taux de croissance établi à 6% et un taux d'inflation inférieur à 3%. Nyanya Alou Traoré et Abouakar Traoré, compte rendu. C'est à point nommé que se tient la 3e session du Conseil national du crédit au titre de l'année 2025. Au moment où l'État malien traverse de multiples épreuves dues à l'amplification du terrorisme dans le Sahel avec un ralentissement des activités économiques. Mais c'est sans compter sur la volonté des autorités de la transition de transcender toutes ces difficultés qui ont tendance à mettre en déroute la marche du développement. Nous avons un taux de croissance qui s'est établi à plus de 6%, un taux d'inflation qui est inférieur à 3%, un taux d'inflation de l'ordre de 2,9% et un taux de déficit budgétaire qui est de moins 2,7%. Des taux qui sont donc largement en dessous des normes réglementaires et qui placent notre pays en tout cas parmi les meilleurs pays de la sous-région et qui montrent les performances au plan budgétaire, au plan économique de notre pays. Et ce ne sont pas les perspectives qui manquent en matière de croissance au Mali, fera comprendre le ministre Sanou. Avec des partenaires comme la BOAD, ce sont des milliards de francs CFA qui seront débloqués très bientôt dans le cadre du relèvement, de l'éducation, de l'élevage et de la pêche et bien sûr de l'énergie, l'un des maillons essentiels aujourd'hui de notre économie. Je pense que d'ici décembre, nous allons pouvoir signer un accord de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale. Et également, la Banque mondiale va financer la centrale solaire de Bougouni, qui fait à peu près 195 mégas. Nous avons également eu des échanges avec le FMI, avec lequel les échanges se sont très bien passés et qui a promis donc de venir faire une évaluation au Mali de l'utilisation des 73 milliards que nous avons obtenus au mois d'avril 2025. Je rappelle que nous sommes actuellement à une mobilisation de 68 milliards sur ce fonds. Donc cela va nous permettre donc de rentrer dans un programme avec le FMI qui va être appuyé par une facilité élargie de crédit dont les montants peuvent valoir environ 120 millions de dollars. L'actualité s'est invitée dans les échanges du CNC, notamment la question d'approvisionnement du pays en carburant ainsi que les effets du changement climatique sur les cultures. Le ministre de l'économie et des finances rassure son éditeur et rappelle les efforts déployés par le gouvernement pour circonscrire cet épisode difficile de notre marche vers la souveraineté. L'ouverture du nouveau corridor, nous avons depuis un certain temps mis en place une équipe technique qui travaille pour pouvoir déterminer les besoins et savoir comment on va orienter les différentes citernes qui arrivent. Et vous avez constaté depuis un certain temps qu'il y a un nombre important de citernes qui arrivent et qu'il y a de moins en moins d'incidents également sur les corridors habituels. Pour rappel, le Conseil national du crédit se réunit périodiquement pour examiner la situation économique et financière du pays et discuter des perspectives. Le cadre est consultatif et est initié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances. Tenue de l'atelier national de validation du rapport provisoire de la mission d'évaluation de mise en œuvre de la politique nationale de transparence PNT et l'élaboration des nouveaux plans d'action. Cet atelier est une étape de la mise en œuvre du cadre juridique institutionnel et du pilotage de la politique nationale de transparence. Il s'agit d'inciter les agents de l'État aux bonnes pratiques de transparence et au renforcement des dispositifs de contrôle. Cet atelier est soutenu par le PNUD et était présidé par le ministre de la Refondation, Mamadou Fani.
Adoptée en 2015, la politique nationale de transparence vise à limiter la corruption, à assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il s'agit à travers cet atelier de partager les conclusions de la mission d'évaluation de la mise en œuvre de cette politique. Après une décennie d'application de la politique nationale de transparence et suite à l'expiration du premier plan d'action, il est apparu nécessaire de procéder à l'évaluation de sa mise en œuvre et d'élaborer un nouveau plan d'action en tenant compte de l'évolution du contexte marqué par un processus de refondation de la gouvernance. Au terme de cette mission d'évaluation, des recommandations suivantes ont été faites en vue d'assurer la transparence. La promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques exige que les agents publics concourent au bon fonctionnement de leurs services et facilitent aux usagers l'accès à l'information, respectent la confidentialité des informations conformément à la loi et évitent toute situation ou attitude incompatible avec leurs obligations professionnelles ou susceptible de jeter un doute sur leur intégrité et de discréditer le service public. Cet atelier d'évaluation permettra ainsi d'enrichir le document afin de garantir la redevabilité des agents des services publics au bonheur des citoyens. Rendons-nous à présent à Samarkand, en Ouzbékistan, lors de la 43e conférence générale de l'UNESCO. Une cérémonie d'hommage à la directrice générale sortante a eu lieu aujourd'hui. Après 2 mandats à la tête de l'organisation, Audrey Azoulay quitte ses fonctions avec les hommages de la conférence qui salue un bilan largement positif dans tous les domaines et des actions qui ont renforcé le rôle de l'UNESCO sur la scène internationale. C'était en présence de nos envoyés spéciaux à Samarkand, Yaya Kounati et Abdul Salam Bambara. Je ne vois pas d'objection. Adopté. Tonnerre d'applaudissements en faveur d'une résolution, celle par laquelle la conférence générale de l'UNESCO rend un hommage appuyé à la directrice générale sortante de l'organisation. L'héroïne du jour, c'est elle, Audrey Azoulay, 11e directrice générale de l'UNESCO et 2e femme à occuper le poste. Après 8 ans de bons et loyaux services, elle quitte ses fonctions avec les honneurs sous une pluie d'hommages. 8 ans de leadership éclairé dans un contexte de grands bouleversements et un bilan jugé largement positif dans tous les domaines. Le monde est unanime, Audrey Azoulay a su renforcer le rôle de l'UNESCO sur la scène internationale. Chef d'État et de gouvernement, ambassadeurs et bien d'autres personnalités, amis de l'UNESCO en témoignent. Il en est de même pour l'ensemble des groupes régionaux et l'Afrique ne fait pas exception à la règle. Elle souligne volontiers la priorité Afrique au cœur des actions de la DG sortante. Au cours de votre mandat, vous avez abordé les défis mondiaux contemporains auxquels l'Afrique est confrontée, tout en renforçant la pertinence et l'impact global de l'UNESCO. Au nom du groupe africain, nous vous remercions sincèrement, Madame la Directrice Générale, pour votre engagement, un engagement constant, et votre vision d'une UNESCO plus pertinente et résolument tournée vers l'avenir. Une cérémonie d'hommage pleine de reconnaissance et d'amitié. Cérémonie riche en émotions, particulièrement pour la directrice générale sortante qui salue à son tour tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ces 2 mandats. Je veux vous remercier de m'avoir élu par 2 fois et donner cette chance inouïe de vivre le monde en servant le plus beau mandat des Nations Unies, je le confirme. De pouvoir contribuer à notre échelle, avec humilité, mais aussi avec détermination, à réparer ce monde. Je veux particulièrement saluer les États membres qui m'ont fait confiance dès le début de mon mandat pour mener des médiations ô combien politiques pour sortir l'institution de la nasse qui l'entravait. Une directrice générale qui quitte ses fonctions mais dont l'on souhaite de façon unanime garder l'élan. Dès demain jeudi, la conférence générale entérinera l'élection du nouveau directeur général, l'Égyptien Khaled El Enani, désigné début octobre par le Conseil exécutif de l'UNESCO et qui prendra ses fonctions dans les prochains jours.
Ici, à Bamako, 11 agents du secrétariat général de la Commission nationale de l'intégration africaine participent au siège du secrétariat à un renforcement de capacités sur l'intégration africaine. Les thématiques choisies en fonction de la mission de la structure doivent promouvoir l'intégration socio-économique et politique entre les pays de l'AES en particulier et des autres pays du continent en général. Compte rendu Fadema Keïta. La politique nationale en matière d'intégration africaine ne saurait être efficiente ou répondre aux attentes sans que les vulgarisateurs des systèmes d'intégration soient formés. C'est ce qui justifie l'organisation de cet atelier de renforcement des capacités des agents du secrétariat général de la Commission nationale de l'intégration africaine. C'est vraiment un plateau de donner et de recevoir. Autant nous on leur propose des thématiques qu'on discute ensemble. Quelles sont ces thématiques? Les thématiques, c'est par exemple comment monter un projet intégrateur. Parce que quand il y a intégration, il y a au moins 2 pays. Actuellement, il y a 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Mais pourquoi pas ajouter le Tchad, qui est du Sahel aussi. Il y a le système de planification, la budgétisation, le suivi, évaluation, comment faire un rapport d'avancement, etc. Cette formation de 3 jours n'est pas une simple activité administrative. C'est un temps d'apprentissage collectif, un moment de réflexion, de remise à niveau et de partage d'expériences. Elle vous offrira l'occasion d'approfondir vos connaissances sur les fondements politiques, juridiques et économiques de l'intégration africaine. Cet atelier va en droite ligne de l'objectif numéro 3 du plan d'action de la politique nationale en matière d'intégration africaine consacré au renforcement des capacités des agents. Notre ambition commune est claire, faire du Mali un acteur moteur de l'intégration africaine, un pont entre les peuples, un trait d'union entre les communautés, un pays qui contribue à la construction d'une Afrique unie, pacifique et prospère, conformément à la vision 2063 de l'Union africaine. Le renforcement des compétences des agents du secrétariat général de la Commission nationale de l'intégration africaine pose donc les bases d'une intégration africaine durable, souveraine et inclusive. Le ministre de la Santé et du Développement social est à Doha, au Qatar. Le colonel-major Assaba Diallo Touré prend part au 10e sommet mondial sur le développement social. Dans son message livré ce matin, le ministre en charge de la Santé a exprimé la reconnaissance du Mali à l'État du Qatar pour l'organisation de ce sommet crucial. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. Le 2e sommet mondial pour le développement social se tient dans un contexte de crise sans précédent, marqué par notre incapacité collective à contenir et à régler les multiples défis économiques, sécuritaires, humanitaires dans plusieurs régions de la planète, notamment au Mali et au Sahel. De même, nos sociétés restent fragilisées par la pauvreté, le chômage, les inégalités de tout genre, y compris la fracture numérique, les effets du dérèglement climatique, les évolutions démographiques non maîtrisées, affectant ainsi le bien-être collectif et individuel. Notre sommet se présente donc comme une opportunité réelle à saisir pour faire une évaluation objective de la mise en œuvre des engagements antérieurs, mais aussi et surtout d'adopter de nouvelles mesures permettant de répondre aux défis sociaux nouveaux et de satisfaire véritablement les besoins légitimes de nos populations. Le gouvernement du Mali salue à cet égard l'adoption de la déclaration et du plan d'action de Doha. Dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions contenues dans ces documents importants, le Mali s'engage à accorder une priorité de premier ordre à l'éducation, à la formation professionnelle et à la santé comme socle la famille. Il continuera également de s'employer à lutter contre les discriminations, à promouvoir l'inclusion sociale et à soutenir les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les déplacés internes et les réfugiés, tout en encourageant la solidarité et la cohésion au sein des communautés.
Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zein, à la tête d'une importante délégation, prend également part à ces sommets. Il a aussi prononcé un discours, mais aussi échangé avec des partenaires sur des questions d'intérêt commun. La souveraineté du Niger était au cœur des interventions et discussions. Le résumé avec Abari Amiti. Le monde se réunit à Doha au Qatar pour un sommet mondial pour le développement social 30 ans après la tenue du premier à Copenhague au Danemark en 1995. Ce sommet réunit les chefs d'État et de gouvernement autour du secrétaire général des Nations Unies et l'émir du Qatar. Le secrétaire général des Nations Unies est revenu sur l'importance de soutenir les plus pauvres et les personnes qui vivent dans la précarité. Plus de 700 millions sont dans l'extrême pauvreté. Le monde doit s'unir et soutenir ces populations pour un développement durable à l'horizon 2030. Son Altesse Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani a souhaité plus de solidarité, de cohésion dans le monde. L'émir du Qatar appelle à développer les opportunités et les partenariats entre États et entre peuples pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Aucun développement n'est possible sans la paix, réaffirme et insiste son Altesse Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. La Palestine, le Soudan sont des exemples qui nécessitent la paix pour le développement humain et du pays. Intervenant à son tour à la tribune, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zein, a en face du monde égrené les mesures prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la présidence du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Depuis le 26 juillet 2023, ainsi, le Niger adhère à la déclaration d'intention de Doha pour un nouveau contrat social adopté. Juste après ce témoignage, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne ont échangé avec Fahad bin Hamad, directeur général du Fonds du Qatar pour le développement. Des échanges portés sur l'état de coopération entre cette institution qatari et le Niger. Direction le Burkina Faso, avec pour nom de baptême Yacouba Traoré, ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication livre sa 37e promotion. Ils sont au nombre de 92 impétrants, assistants et conseillers à recevoir leur parchemin en journalisme et en communication. Reportage Paul Moyenga et Fanta Ouattara. Voici la cuve 2025 de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une promotion riche de 92 stagiaires composée de conseillers et d'assistants en journalisme et communication et de techniciens formés en 21 mois pour certains et 24 mois pour d'autres. Ces diplômés de l'ISTIC sont maintenant prêts à exercer selon l'éthique et la déontologie de leur profession. Ils reçoivent leur parchemin devant famille, femmes et hommes de médias. J'ai eu une moyenne de 16,02 sur 20. Je dois cette réussite à l'administration de l'ISTIC ainsi qu'à tous les encadrés qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner cette formation de qualité. Durant la formation, en effet, cette 37e promotion, elle a su faire preuve de discipline, d'abnégation au travail, d'assiduité aux enseignements et de culture de résultats. Elle a ainsi pu accomplir son parcours avec de bonnes performances, nous permettant ainsi d'être à cette étape de graduation. La 37e promotion de l'ISTIC s'appelle Yacouba Traoré. Un nom de baptême qui rime avec l'excellence et l'amour du métier. C'est un hommage à Yacouba Traoré, journaliste chevronné et grand passionné du micro, décédé le 17 août dernier. Chers lauréats de la 37e promotion, comme le rappelait le doyen et l'illustre Yacouba Traoré, à qui nous avons rendu hommage tout à l'heure, je cite, « Le journalisme est un métier noble, mais il est détesté lorsque ses acteurs oublient certaines règles. L'ISTIC vous a jugé digne d'entrer dans le cercle exigeant des professionnels de l'information et de la communication. À partir d'aujourd'hui, votre savoir devient un outil de responsabilité et de transformation. » Le chef du département de la communication invite ses impétrants à porter haut la voix du Burkina Faso, à informer avec discernement
et au service de la nation. La 37e promotion s'engage à son tour à assurer une information juste et saine. Vous le savez, l'approvisionnement du pays en hydrocarbures constitue un gros défi aujourd'hui pour les forces de défense et de sécurité qui escortent les convois, mais aussi les soldats du volant, les conducteurs de citernes qui demeurent des cibles des terroristes. Malgré tout, ils s'engagent à faire leur travail au nom de l'amour pour leur patrie et au péril de leur vie. Un engagement sans faille salué vigoureusement par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui estime que c'est du sang humain que nous recevons comme carburant. Il l'a dit face aux légitimités traditionnelles la semaine dernière, un sacrifice qui interpelle tous les citoyens. Voyons tout cela avec Sidiki Dambili. Mourir pour la bonne cause, tel est aujourd'hui le mot d'ordre des conducteurs de citernes qui ravitaillent les pays en hydrocarbures. Des citernes brûlées ou criblées de balles, des chauffeurs et des apprentis chauffeurs exécutés par des terroristes, les spectacles laissent sans voix, mais n'entache en rien le moral ici. Exposés à tous les dangers terroristes sur les routes, les conducteurs de camions-citernes n'ont que leur volant pour se défendre et arriver à destination. Car pour eux, les Maliens ne doivent pas manquer de carburant. Donc, n'a fɔra nin ko kama an y'an ba mɔbili bolili ma o ko wɛrɛ de n'o kɛra jamanadenw bɛ sɛgɛn. Donc jamana kanu min bɛ chauffeur la bi o de an bila ta ka segin na i b'a sɔrɔ convoi dɔw la dɔw bɛ to a la dɔw bɛ minɛ mais fasoko de don an ye fasodenw ye komi tɔw ye ɲɛma mais min bɛ anw kan bi hali ni tɛ chauffeur ye bɛɛ kan ka bɔ a kalama. O ye fasoko de ye an bɛɛ ka kan faso jɔli la. An kɔni an mako bɛ an faso la yɛrɛ yɛrɛ de awɔ hali n'an ni mi tɔɔrɔ dɔw ni mi ka tɔɔrɔ o caman tora la mais a bɛ kɛ cogo di an bɛna an faso to yan jamana wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ Mali y'an faso le an bɛ fɛn fɛn kɛ taji ka malidenw sɔrɔ an b'o ɲɛɲini n'Ala sɔnna inchallah. Aujourd'hui, la motivation et la détermination des conducteurs de camions-citernes sont plus grandes avec l'escorte des FAMA qui assurent leur protection sur les trajets. Une escorte peut regrouper jusqu'à plusieurs centaines de citernes sur des parcours très périlleux souvent. Et ce sont les chauffeurs qui demeurent les premières cibles avec leurs produits malgré les escortes. Belebeleba ye jumɛn i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ mobili boli juguw bɛ sira la e yɛrɛ t'a dɔn kisɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka n'i ma i t'a yɔrɔ dɔn foyi t'an na an kɔni an ka fɛn bɛɛ an ka direction de an bɛ faamaw kɔ wa nakana u bɛ na n'a ye bon dégâts caman bɛ kɛ an yɛrɛ jɔlen ɲɛna fana an b'a ye o yɔrɔ la an bɛ Mali tenitigiw fo u b'u seko kɛ an yɛrɛ ɲɛna ne si ma ban foyi t'i sɔrɔ sinon u b'u seko kɛ ko caman n'an yɛrɛ jɔlen ɲɛna. Jamana ɲɛmɔgɔw m'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la n bɛ tila ka welekan wɛrɛ min da o kan u k'u janto chauffeurs la. C'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a tenu à rendre un vibrant hommage aux militaires et aux chauffeurs qui assurent coûte que coûte les ravitaillements en hydrocarbures. Le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Je voudrais également remercier et saluer l'abnégation, l'engagement et la détermination de ces chauffeurs qui ont promis de faire leur travail et coûte que coûte, vaille que vaille. Le blocus sur le carburant est une nouvelle stratégie des terroristes pour asphyxier l'économie malienne et tenter de déstabiliser les pouvoirs. Mais c'est sans compter avec la détermination du peuple malien résilient en général, des conducteurs de citernes et des militaires en particulier.
Je vous annonçais hier la visite de terrain du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diani. Visite qui a concerné certaines installations de la SOMAGEP. Une occasion saisie par le chef du département pour saluer la résilience des Maliens face à la crise de carburant que le pays connaît actuellement. Pour plus de précision, écoutons Boubacar Diani, ministre de l'Énergie et de l'Eau, au micro de Boubacar Bablentouri et Gaussou Achtouri. C'est pour venir voir les efforts qui sont consentis au niveau de la direction. Vraiment, c'est à saluer. Et au nom des plus hautes autorités, je voudrais remercier, féliciter et encourager la direction pour tous les efforts qu'elle est en train d'abattre pour améliorer et maintenir la production. C'est ce qui est très important. Donc, ça, à leur crédit, je m'exprime au nom des plus hautes autorités pour encourager l'ensemble des équipes, la direction, pour les efforts consentis en ces temps difficiles. Parce que l'approvisionnement en hydrocarbures n'est pas facile. Malgré tout cela, la SOMAGEP maintient une production optimale et améliore d'ailleurs la desserte. Au nom des plus hautes autorités, remercier les populations qui ont fait preuve de beaucoup de résilience. Vous savez, ces temps sont un peu difficiles par rapport à l'approvisionnement, mais le service public ne s'arrête pas. La SOMAGEP a l'illustration parfaite, que chacun de nous sache que la vie est semée d'embûches comme ça. À chaque étape, il y a des difficultés, mais il faut surmonter. Et nous, ce qu'on peut faire en tant que chef de département, c'est venir encourager et transmettre le message d'encouragement, de félicitations des plus hautes autorités. L'eau, c'est la vie. Et le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta l'a dit. Vous l'avez vu à travers ses œuvres sociales. Il ne fait que faire de forage pour les populations. Donc il a compris que l'eau, c'est l'essence même de la vie. Les régions de Djouila et Koutiala subissent également de plein fouet la crise des carburants. Mais toutefois, les gouverneurs de région rassurent que les villes seront très bientôt approvisionnées pour atténuer les souffrances de la population. Ils ont rencontré les forces vives pour leur donner la bonne information. Voyons le compte-rendu de nos reporters Brima Kone et Mustapha Doumbia. C'est une rencontre de sensibilisation sur l'approvisionnement en hydrocarbures initiée par le gouverneur de la région de Djouila. Un cadre pour expliquer aux forces vives de Djouila les raisons de la pénurie et les dispositions en cours pour pallier cette difficulté. Saluer la bravoure et la résilience des populations de la région de Djouila face à la pénurie de carburant. Nous avons profité de l'occasion pour inviter la population de Djouila à rester autour des plus hautes autorités de notre pays qui ne ménagent aucun effort pour l'approvisionnement du territoire en carburant. Les participants à la rencontre sont des chefs de services régionaux, les représentants des organisations socio-professionnelles, des groupements de jeunes et de femmes ainsi que des confessions religieuses. Les différentes préoccupations évoquées ont reçu des réponses précises. Je suis très content de cette réunion. Nous pouvons maintenant informer correctement la population. Les populations de Djouila sont rassurées et nous attendons notre tour. Les populations demeurent patientes, nous sortons satisfaits. Des bénédictions pour les pays et pour les autorités précédées de l'hymne national ont constitué d'autres aspects importants de la rencontre. Dans un premier temps, le gouverneur a parlé aux forces vives de la région des efforts consentis par les autorités de la transition pour la gestion de la crise de carburant. Il a aussi salué la résilience des opérateurs économiques, des transporteurs. Tant que nous restons unis, disciplinés et solidaires, le pays restera debout. Pas de spéculation entre Maliens. Quelqu'un qui profite de la souffrance générale pour vendre le litre à un prix honteux à son voisin, ce n'est pas un acte de foi, ce n'est pas un acte patriotique, c'est affaiblir le pays à l'heure où il tient encore debout. Le second temps fort de cette rencontre a été la présentation aux forces vives de la région de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Koutiala. Une équipe de 5 personnes dirigée par Tchanzé Koulibaly qui devra contribuer à panser les plaies et à recoudre le tissu social. La troisième activité présidée par le gouverneur a concerné la remise des équipements solaires par Alfousseni Kanté, chef d'agence de la BESIC à plusieurs structures de l'État, parmi lesquelles l'ORTM Koutiala. Le président de la transition, son Excellence, le général Assimi Goïta, avait demandé à tous les Maliens
de contribuer à la défense de la patrie, participer de façon citoyenne au développement et aussi à l'épanouissement de la population. À la fin de la réunion, les leaders religieux ont fait des bénédictions pour le Mali. Fin des travaux ici à Bamako de la 17e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude. Sur des 145 candidats, 187 sont inscrits, soit un taux de réussite de 76,32%. C'est la principale information issue de cette session, une session qui a vu également la Commission se doter d'un code d'éthique et de déontologie. Alpha Maïga. Au nombre de ces résultats, à l'occasion de la 17e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude, il faut retenir 187 candidats sont inscrits sur un total de 245. 76,32%, c'est le taux de réussite. Une session décisive pour la carrière universitaire. Tout en félicitant les candidats inscrits de cette session, je les exhorte à redoubler d'efforts, à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et à servir de modèle aux enseignants-chercheurs de grade inférieur. Après leur nomination, ils apporteront leur pierre à l'édification d'un système efficace d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au service du développement de notre pays. En termes de perspective, la création de la commission d'éthique et de déontologie est donc une des missions principales est dévoilée ici. Leur mission est de veiller au respect des règles générales d'éthique et de déontologie. Entre autres, la commission est compétente notamment pour examiner les cas de plagiat ou de falsification de documents. Une vraie problématique qui constitue un handicap pour la qualité des ressources humaines dans la dynamique de valoriser l'enseignement et la recherche. Des médecins venus de plusieurs pays d'Afrique sont ici à Bamako pour 2 semaines. Ils échangent autour des mêmes défis, mieux comprendre et mieux combattre la drépanocytose, l'une des maladies génétiques les plus répandues en Afrique. C'est dans le cadre de la 9e édition du diplôme universitaire sur la drépanocytose organisé par le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Compte rendu Soumou Aïdara. Maladie incurable mais prise en charge possible, la drépanocytose constitue aujourd'hui un véritable défi de santé publique, particulièrement en Afrique. Pour le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, il est urgent de renforcer les compétences du personnel médical afin d'assurer un meilleur suivi des malades. La drépanocytose est une maladie génétique et pour de telles maladies, les stratégies les mieux appropriées consiste au dépistage précoce, mais aussi à la prise en charge des complications. Et donc, il s'agit pour nous de mettre à proximité des malades les soins. Et ceci ne peut se faire que lorsque nous disposons d'un nombre suffisant de praticiens capables de s'en occuper. Pendant 2 semaines, les participants aborderont plusieurs modules allant du diagnostic précoce aux nouvelles approches thérapeutiques. L'obtention du diplôme universitaire de la drépanocytose est de doter chaque praticien d'outils concrets pour mieux répondre aux besoins des patients. Cette formation permettra de mettre à disposition des médecins, des biologistes, des pharmaciens qui peuvent vraiment aider à la prise en charge de ces complications. Que les patients ne soient pas obligés de quitter jusqu'à des endroits éloignés pour venir jusqu'au niveau du centre pour la prise en charge des complications. La formation se fait par module. Nous sommes à la 9e édition. Il y a beaucoup de médecins qui viennent de la sous-région. Selon le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, cette formation s'inscrit dans une vision de promouvoir le partage des connaissances, les échanges d'expériences et renforcer les capacités des acteurs de santé. Une étape importante vers une meilleure lutte contre la drépanocytose dans la sous-région.
La population de la cité des Rails est reconnaissante envers nos forces de défense et de sécurité. En effet, des patrouilles sont menées permanemment dans la ville et ses alentours afin de traquer les malfaiteurs ou tout autre individu susceptible de menacer la quiétude des paisibles citoyens. Ces opérations sont appréciées par les populations qui ne cessent de remercier les autorités pour leur détermination à sécuriser les citoyens et leurs biens. Bremedao. La sécurité des personnes et de leurs biens est l'une des préoccupations majeures de nos autorités et de nos forces de défense et de sécurité. Depuis quelques temps, le directeur régional de la police de Caille et ses hommes sont visibles un peu partout dans la capitale des Rails. Ils procèdent à des fouilles et contrôlent minutieux des véhicules et leurs occupants, ainsi que tous les autres engins roulants. La police à Caille est vraiment très active actuellement. On a constaté beaucoup d'améliorations dans leurs activités. A commencer par le traquage des bandits le soir. Le travail, vraiment, ça nous assure. Et on est très content de ces actes-là parce que ça va diminuer vraiment l'insécurité. C'est une très bonne initiative qui rassure nous les usagers des routes. Nous savons maintenant que nos forces de défense et de sécurité sont en train de travailler. De Kaïkasso et ses alentours, en passant par Plateau, Liberté, Légal Ségou, Lafiabougou, Bengouda, jusqu'au fin fond de Kandi, on peut apercevoir des patrouilles sillonnées sans répit. Nous traversons une période un peu délicate. Il s'agit de pacifier la ville de Caille et la sécurité d'une manière générale. Et j'espère que viendront à bout. Cette opération permet de réduire aussi les cas de braquage, les cas de cambriolage. Et vous voyez partout aujourd'hui, les policiers sont partout en train de régler la circulation, en train de procéder à des fouilles systématiques des véhicules et des motocyclistes. Raison pour laquelle nous avons déployé cette force importante, d'abord pour dissuader les malfrats et créer un sentiment de sécurité au sein de la population. Notabilité, légitimité traditionnelle, leader d'opinion, tous satisfaits aujourd'hui de cette mobilisation de nos forces de défense et de sécurité, invitent toute la population à se soumettre au contrôle des policiers et des gendarmes. Il ne faudrait pas que les gens aient peur des forces de l'ordre. Quand le pays traverse des périodes de ce genre, il faut que tout le monde se mette au service de l'État. On apprécie Tchogo, car ça a même quand on est pressé, on doit accepter de se soumettre au contrôle des policiers. Ils font ce travail pour notre sécurité et nous devons les encourager même. Il faut que la police continue à faire ça. En toute sincérité, nous remercions les autorités pour cette patrouille qui sont en train de mener dans la ville. Ce que j'ai à dire à la population, la police est en train de mener une mission régalienne et notre mission aujourd'hui c'est d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Il y a un mois de cela, nous avons organisé une police de proximité. C'est pour faire comprendre à la population le rôle de la police dans la cité. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté vraiment cette patrouille, qui ont émis leurs idées par rapport à l'organisation et par rapport à l'impact de la patrouille. Personne ne fera le Mali à la place des Maliens. Donc il y a eu cette prise de conscience au sein de la police nationale pour que nous puissions vraiment amener la sécurité dans la ville et dans la région de Caille. Le taux de déclaration de naissance est très faible dans la région de Tombouctou, d'où la tenue d'une rencontre de plaidoyer auprès des collectivités territoriales et des responsables des ASACO pour la prise en charge des agents de déclaration de naissance dans les PDSEC. Une rencontre organisée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en collaboration avec l'UNICEF de Tombouctou, le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Par cette rencontre de plaidoyer auprès des collectivités et responsables de SACO, il s'agit de contribuer à l'amélioration des prestations des agents de déclaration de naissance dans l'établissement et la fourniture des actes de naissance à travers des stratégies de motivation appropriées. L'objectif général de cet atelier est d'améliorer un tout petit peu le taux d'enregistrement des naissances au niveau de la région de Tombouctou, qui est vraiment un problème actuellement. Si on prend les statistiques au niveau du Mali, pratiquement Tombouctou est à la queue. Déclarer une naissance, c'est donner une identité à un enfant, ce qui est un droit fondamental. Les agents de déclaration jouent un rôle essentiel, souvent au plus près des familles. Ils sont les premiers acteurs du système d'état civil et leur travail mérite d'être soutenu et valorisé. L'UNICEF s'engage à vos côtés pour accompagner cette démarche. Nous serons ravis de recevoir et de recueillir les engagements des 51 maires ici présents et des présidents
des ASACO pour que l'ensemble, main dans la main, que nous puissions, à travers l'amélioration des conditions de travail des agents de déclaration, parvenir à un taux acceptable ici dans la région de Tombouctou. À l'issue de la rencontre, les collectivités territoriales et les membres des ASACO s'engagent à prendre des dispositions pour l'amélioration du cadre de travail des agents de déclaration de naissance pour une meilleure fourniture des services de l'état civil dans la région. À retrouver désormais dans vos kiosques les livres intitulés « Les difficultés de la vie dans le milieu social » de M. Aboubakar Dounian Diarra. Dans cet ouvrage, l'auteur lève le voile sur un parcours de vie où la soif de succès s'est heurtée à la trahison. Ce récit est un double témoignage, celui des rencontres inspirantes qui ont balisé un chemin vers l'espoir, mais aussi celui d'une chute brutale. Un livre coup de poing qui nous interroge après la trahison. L'amour est-il le dernier espoir? Et vous découvrirez la réponse de cette problématique dans cette œuvre. Page noire de cette édition, nous avons appris hier le décès de Oumar Amadou Diko, ancien ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique. Oumar Amadou Diko fut également ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en charge des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. De mai 2004 à septembre 2007, il dirigea le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il a également été le président de la commission d'organisation du cinquantenaire du Mali. À 71 ans, il quitte les siens. Ses obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Un autre cadre du Mali a aussi attiré sa révérence ce matin. Il s'agit de Madiassa Magiraga, ingénieur et homme politique. Le natif de Nioro du Sahel a été recruté comme assistant-chercheur par la NASA entre 1967 et 1968 où il participa à un projet révolutionnaire. Il fut professeur à Tuskegee University jusqu'en 1992. De retour au pays, le docteur Magiraga fonda en 1994 le Centre international pour les technologies avancées CITA à Bamako, une école pionnière dans la formation en électronique et gestion informatique, véritable pépinière de talents maliens et africains. Candidat malheureux aux élections présidentielles, Madiassa Magiraga quitte les siens à l'âge de 82 ans. Ses obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Que son âme repose en paix. Et je vous annonçais en début de journal la rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le corps diplomatique. Le ministre Diop a donné à ses interlocuteurs la bonne information sur la situation actuelle que vit le Mali. Les diplomates ont été rassurés que toutes les dispositions sont prises par l'État pour trouver une solution rapide à la crise. Vous pourrez suivre le reportage dans nos éditions futures. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.